C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme annoncé dans notre édition d'hier, le candidat numéro 3, Ange Razouel, a lancé sa campagne électorale hier soir à Antsranen. La population et le candidat lui-même ont confirmé qu'ils ne se sont pas trahis et restent unis. Judikel Ranjanirin, Antsranen. Antsranen est recouverte d'orange. L'amour entre le peuple et le candidat Ange Razouel, candidat numéro 3, a été prouvé par les personnes venues en masse l'accueillir à l'aéroport et l'accompagner jusqu'au stade Kinshasa. La population a clamé haut et fort que le candidat Ange Razouel sera élu au premier tour. Lors de sa prise de parole, le candidat Ange Razouel a déclaré qu'il ne faut pas semer la haine. Le message qu'il a transmis au peuple et au collectif des candidats en ce premier jour de campagne a été simple et clair. Les réalisations pour Antsranen sont nombreuses, d'autres encore inachevées et seront poursuivies. Sa proximité avec la population sera également renforcée, a-t-il souligné. C'est pour cette raison que l'élection devrait se tenir, a martelé le candidat numéro 3, Ange Razouel. Il est arrivé à Diego assez tard au début de la nuit, raison pour laquelle il a été le seul à prendre la parole. Mais la réponse et le cri des partisans venus nombreux au Kinshasa ont été clairs. Antsranen lui est fidèle et cochera sur la case numéro 3 dans le bulletin unique lors de l'élection. Et le candidat numéro 3, Ange Razouel, est venu à l'encontre de la population de la commune d'Anivran Nord ce matin dans le district d'Antsranen 2. La foule était au rendez-vous. Il a annoncé dans son discours qu'aucune commune ne sera lésée et que les réalisations se poursuivront si la population lui tend la main. Toujours un reportage de Judikel Ranjanirin et Andra Djebe. Les habitants d'Anivran sont prêts à voter pour le candidat numéro 3, Ange Razouel. Ces habitants sont fidèles à Ange Razouel et à la couleur orange. Anivran a bénéficié de nombreux avantages. De nombreuses infrastructures ont été construites dans la région de Diana au cours de son mandat. Le candidat numéro 3 a confirmé que les travaux de développement à réaliser au cours des 5 prochaines années seront davantage consacrés aux communes. De nombreuses tâches restent à accomplir ici, a déclaré le candidat numéro 3. En plus de fournir de l'eau potable, l'électricité fera également objet d'une attention particulière. De même, l'appui aux jeunes, aux femmes au foyer et à tous les ménages. Ange Razouel a déclaré que la population d'Anivran est proche de son cœur et que si on est ensemble, Madagascar s'en sortira. Toujours en politique, la décision du président du Sénat a été volontaire et en toute liberté, a déclaré le président du groupe parlementaire IRD, qui a été parmi les personnes présentes lors de la remise de la lettre de renonciation au poste de chef de l'État par intérim auprès de la HCC. Il a également déclaré que les affaires de l'État ne sont pas un jeu d'enfant où l'on peut changer d'avis à sa guise. Le sénateur Thiebouma Léo pense que les propos du président du Sénat relève du mercenariat politique. Sylvain Anduniana Martina Zaranjiansu. Le président du Sénat est venu remettre le 8 septembre dernier une lettre mentionnant son renoncement au poste de président par intérim comme la loi l'oblige. Le parti IRD lui a demandé si son acte était volontaire. Après quelques jours, la lettre a été publiée et il a fait une vidéo pour soutenir cette décision. Ces déclarations de ces derniers jours ont donc choqué ses pairs. Il a même osé mentir sur ses enfants envoyés à l'étranger pour y étudier. Cette déclaration sur les chaînes internationales était prévue à l'avance. Un calcul politique, toujours selon le sénateur Thiebouma Léo. C'est comme si le président du Sénat était un mercenaire politique. La gestion du pays n'est pas un jeu d'enfant. Après cette déclaration, il n'y a eu aucune discussion entre le chef du groupe parlementaire IRD, le sénateur, et le président du Sénat, selon les explications.
et le quartier général pour le soutien au candidat numéro 3 Andrazuelen dans le 2e arrondissement a été présenté officiellement aujourd'hui par la députée de Madagascar, Lantra Koutoumang. Les partisans du candidat numéro 3 sont prêts pour la campagne électorale et à faire élire leur candidat pour cette élection présidentielle selon cette députée. Natira Koutoumave et Nzara Ndjiansou nous en disent plus. Les partisans du candidat Andrazuelen disposent de 2 quartiers généraux dans le 2e arrondissement de la capitale, dirigé par la députée de Madagascar, Lantra Koutoumang. Celui situé à Ntiadan a été présenté officiellement aujourd'hui. La députée de Madagascar élue sous la bannière orange se dit prête pour la campagne pour l'élection du candidat Andrazuelen. Chacun sera jugé sur ce qu'il a accompli, a déclaré cette députée élue dans la 2e circonscription de la capitale. C'est également le leitmotiv de cette campagne pour le candidat Andrazuelen. Ces réalisations parleront d'elles-mêmes car nombreuses ont été les réalisations de ce régime d'Andrazuelen, que ce soit dans le domaine social et sportif ou encore le secteur de la santé entre autres. Elle a particulièrement souligné la création d'emplois pour les jeunes à travers les projets présidentiels comme le transport par câble ou encore le train urbain qui forme et recrute plus de 2000 jeunes actuellement selon cette élue IRD. L'énumération de toutes ces réalisations devrait suffire pour convaincre durant cette campagne électorale, souligne-t-elle, avant d'ajouter que la population sait l'amour que lui porte le candidat Andrazuelen ainsi que les réalisations qu'il a fait pour cette dernière. Par ailleurs, si le collectif des candidats disent ne pas faire confiance aux institutions gouvernementales qui organisent les élections et au processus électoral à Madagascar, on constate sur les réseaux sociaux que certains d'entre eux procèdent à des campagnes électorales dans certaines régions, selon cet élu. Toujours concernant l'administration, le professeur Zeil Ranjiamanantandi et Gabriela Vavtsara Rantanirin assurent respectivement l'intérim du ministre de l'Éducation nationale et de celui de la communication et de la culture. Pas de nouvelles têtes donc au sein du gouvernement. À titre de rappel, Marie-Michel Rassaoundjar Malal et la Latine Ragotunjazafi ont toutes deux démissionné lundi pour participer à la campagne électorale du candidat numéro 3 Andrazuelen. Elles étaient d'ailleurs été aperçues à Mahatazan sur le domaine d'Agamassou lors de l'ouverture officielle de la campagne électorale d'Andrazuelen. Et à travers ce reportage, Sechrandjianas nous fait découvrir l'usine militaire de l'armée. Une usine qui produit des munitions ainsi que les matériels nécessaires à la vie quotidienne de l'armée. 10 techniciens au sein de cette usine bénéficieront d'une formation de 2 mois en Chine grâce à la collaboration sino-malagasy. Reportage. L'usine militaire UM, sous le commandement du général Ranjiamyaramanana Ema, a été créée à Muramang en 1978. C'est une entreprise au sein de l'armée malgache qui produit les munitions utilisées pour les entraînements dans les écoles de formation pour officiers, mais aussi celles utilisées pour la protection. L'usine militaire produit également les matériels nécessaires aux militaires dans la vie quotidienne, comme les lits, les chaises et bien d'autres. Grâce à cette usine, les emplois sont créés pour les jeunes. L'usine militaire est reconnue mondialement et c'est un avantage pour Madagascar. Le renforcement de capacité des techniciens est toutefois nécessaire pour développer cette usine. Ainsi, grâce à la collaboration entre l'armée malgache et l'armée chinoise, 10 techniciens et un responsable des équipements de production bénéficieront d'une formation de 2 mois en Chine. Ils s'envoleront le 17 octobre. Cette formation coïncide avec les nombreuses visions de l'UM, notamment la production de munitions. Le ministre de la Défense nationale, le général Rakutorzon Nadzuswa, est venu donner leur bénédiction à ces techniciens hier. Dans les actualités sociales, 50% des jeunes de la commune de Fiumbunana Itosi sont actuellement chômeurs. Afin d'aider ces jeunes, un speed recruiting s'y est tenu ce jour. Fin de Sénamirai, Yves Chanel. La commune de Fiumbunana Itosi compte environ 5000 jeunes, dont presque la moitié sont des chômeurs. Pourtant, ces jeunes sont compétents, mais c'est l'emploi qui manque et difficile à trouver selon eux.
L'élaboration d'un CV est aussi un blocage lors d'un entretien, soutient une responsable d'une agence de recrutement. Pour y remédier, les jeunes de 18 à 35 ans ont reçu une formation à cet effet lors d'un speed recruiting ce jour. Mis à part cette localité, les jeunes des autres communes d'Atimoujan bénéficieront également d'un speed recruiting. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre une agence de recrutement et les maires des communes d'Atimoujan. Et puis le mois d'octobre est destiné au renforcement de la lutte contre le cancer du sein ou Octobre Rose. Le cancer du sein peut être évité selon un médecin. Selon les résultats d'une recherche, une femme sur 7 pourrait être victime du cancer du sein. L'effondrement des cellules, éventuellement à cause des maladies héréditaires, le tabagisme et la consommation d'alcool, sont les principales causes du cancer du sein. Cela commence par une douleur et un gonflement du sein, explique le docteur Barniana Fid. L'allaitement est un moyen pour prévenir ce cancer. Le cancer du sein peut être diagnostiqué à l'avance. Le traitement du cancer du sein est disponible à Madagascar. Dans les actualités internationales, Joe Biden, endossant sans réserve le rôle de premier soutien d'Israël, a martelé hier dans un discours vigoureux qu'il aiderait l'État hébreu à se défendre face au mal à l'État pur. France 24. Un discours fort et je dirais pas très diplomatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je dirais surtout un discours qui fait basculer le conflit dans une autre dimension, tout simplement. Tous autant que nous sommes, en tout cas nous, observateurs, sommes encore un peu groggy par ce qu'il convient désormais d'appeler le pogrom d'octobre, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et les informations qui nous remontent du sud d'Israël ces dernières heures prolongent encore cet état de sidération. Joe Biden a eu accès à ces images que nous ne montrerons pas. Le Pentagone a reçu ce lundi des images des combats de caméra team, des caméramans de l'armée israélienne, qui ont documenté le massacre du kibbutz de Be'eri notamment. Quand on écoute Joe Biden, on comprend que c'est terminé. On comprend que le Hamas n'est plus un interlocuteur et que dans l'esprit de ceux qui dirigent la première puissance mondiale, il ne pourra pas y avoir de paix dans la région avant la destruction totale de cette organisation terroriste et quel qu'en soit le prix. Nous avons basculé dans autre chose. L'actualité que nous décrivons depuis samedi matin serait difficile à croire si elle n'était pas documentée par la presse internationale, ce que nous faisons au quotidien. Et on sent bien ici que quiconque a travaillé sur ce sujet, diplomates, politiques de tous bords, journalistes, professeurs, tous ceux à qui j'ai parlé ici à Washington n'ont tout simplement pas envie de parler de paix. En tout cas, pas avant d'avoir changé d'époque, une époque sans le Hamas. Pour cela, il va falloir le détruire et l'Amérique va s'y atteler. Pas question, bien sûr, de priver l'armée israélienne de ce travail, mais encore une fois, ici, l'envie de participer à l'éradication de la plus puissante organisation terroriste du moment est palpable. Israël a été attaqué avec des méthodes d'un autre siècle, et parce que c'est Israël, dans le fond, c'est l'Amérique qui a été attaquée. Voilà le fond du discours de Joe Biden, et voilà pourquoi le président des États-Unis a ouvert en grand les portes des soutes à munitions de l'armée américaine à l'armée israélienne. Oui, Mathieu, ces munitions américaines commencent déjà à arriver en Israël, mais au-delà de la question de ces livraisons de munitions, quel rôle va jouer l'armée américaine dans ce conflit ? Alors encore une fois, dans l'état de sidération, et je pèse mes mots, qui a pu être celui des états-majors américains, le même que le nôtre dans le fond, quand les premiers récits de massacres sont parvenus jusqu'à Washington, nous n'avons probablement pas mesuré ce que nous disait déjà Joe Biden samedi dernier. Il ne s'agira pas que de munitions. Effectivement, l'approvisionnement de l'armée israélienne en cartouches et en missiles a été décidé avant notre réveil samedi matin et sans même consulter le Congrès, ce qui ici aux États-Unis est tout à fait inhabituel, ce qui en temps normal aurait été relevé par au moins un parlementaire, mais pas un mot.
pendant que nous focalisions sur les noms des munitions qui en réalité étaient déjà en route pour la Méditerranée orientale, nous n'avons pas mesuré que la plus puissante flotte du monde se mettait à la disposition des états-majors israéliens. Le groupe aéronaval autour du porte-avions Gerald Ford, le navire amiral de la flotte des États-Unis, accueille à son bord de quoi détruire 10 fois l'Iran et ses proxys. Il est difficile de dire au moment où nous parlons si Téhéran a sous-estimé la réaction occidentale ou si, dans le fond, le Hamas a perdu le contrôle des opérations, laissant les plus fanatiques de ces éléments se livrer à l'irréparable, puisqu'au-delà même de l'horreur perpétrée par ces hommes et qui dépasse l'entendement, il est aujourd'hui permis de se demander quelle stratégie est poursuivie. Puisque quand le dernier partisan du Hamas de Gaza aura été capturé ou tué, il n'y aura plus grand monde pour recueillir les bénéfices de cette opération dont ils sont pourtant si fiers. Et pour finir, Joe Biden est à 1 an d'une possible réélection et le Hamas vient de lui offrir le meilleur argument d'une confrontation directe avec Téhéran. L'Iran et ses milices, parmi lesquelles on compte le Hamas et le Hezbollah libanais, et que Washington affirme aujourd'hui être disposé à rayer de l'échiquier politique régional. Et le poste frontière de Rafah vers l'Égypte, seul issu de la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlé par Israël, a été bombardé 3 fois par l'aviation israélienne ces dernières 24 heures. France 24. Ce poste frontière de Rafah aurait été bombardé à 3 reprises. C'est une information d'un des derniers médias indépendants égyptiens, Madame Masr. On peut également voir des vidéos sur les réseaux sociaux où on voit des dizaines de personnes avec des valises totalement terrifiées en voyant des bombardements. Ce poste frontière de Rafah, c'est un lieu extrêmement stratégique. C'est le seul point de sortie pour les Gazaouis, notamment en vertu du blocus israélo-égyptien qui date de 2007. L'Égypte, donc, ce poste frontière a été de nouveau fermé. L'Égypte, elle, commence à acheminer de l'aide humanitaire, mais étant donné que c'est une zone militaire, militarisée, personne, les ONG humanitaires, l'ONU ou même les journalistes, j'ai moi-même fait une demande pour m'y rendre il y a déjà plusieurs jours, je n'ai aucune réponse. Eh bien, étant donné qu'il n'y a aucun témoin, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe directement sur place. Bonjour Edouard, il y aura une réunion d'urgence de la Ligue arabe au Caire aujourd'hui. L'Égypte tente une nouvelle fois de jouer le rôle de médiateur. Où en sont ses efforts diplomatiques ? Alors oui, effectivement, depuis le début de ce conflit, Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, se démène au niveau diplomatique. Il est toujours en contact avec les alliés occidentaux, que ce soit les Américains, les Européens, mais effectivement aussi avec Hamas et Israël. Mais cette fois-ci, vous l'avez dit, c'est normalement le médiateur naturel. Le dernier en date, c'était en août 2022, lorsqu'il avait négocié entre le djihad islamique et Israël un cessez-le-feu. Cette fois-ci, en raison des otages israéliens à Gaza et de la pression de la rue aussi arabe, qui voit ce qui se passe à Gaza, la situation est extrêmement compliquée pour les Égyptiens. Et vous l'avez dit, cet après-midi, il y aura au Caire à 17h, heure locale, une réunion extraordinaire de la Ligue arabe. Ahmed Aboul Reit, le président de la Ligue arabe, lui-même égyptien, était hier à Moscou. Le Kremlin, lui, essaye de prendre l'avantage, le lead sur ces négociations avec un biais pro-palestinien, alors que les Égyptiens, eux, semblent dans une impasse. Pour terminer, la ministre des Affaires étrangères a annoncé que 8 ressortissants français avaient été tués depuis samedi en Israël lors des attaques du Hamas. 20 autres sont toujours portés disparus. France 24. Des sourires sur ces photos largement diffusées par leurs familles. Les visages de franco-israéliens décédés ou portés disparus après l'attaque du Hamas. Sur les lieux du festival de musique, théâtre d'un massacre, le corps d'Avidan, un Bordelais de 26 ans, co-organisateur de cette rave party, a été retrouvé près de l'estrade. Alors qu'il s'était porté volontaire pour combattre, Benjamin Lob, installé en Israël, fils d'un rabbin dans l'Essonne, est lui aussi décédé. Ma mission maintenant, c'est sauver ma fille et ma mère. Et puis, il y a ceux qui sont encore disparus. Noya, 12 ans, et sa grand-mère Carmela, 80 ans, sont introuvables depuis samedi. Vers midi,
Il y a du bruit, c'est horrible. Et ma fille qui me laisse un message vocal. Maman, il y a beaucoup de bruit, j'ai très peur. C'est le dernier message reçu de sa fille, en détresse. Chaque fois que je ferme mes yeux, j'imagine des horreurs. Pourquoi prendre des enfants? Pourquoi prendre des vieilles femmes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Céline, 32 ans, jeune maman d'un bébé de 6 mois qu'elle allaitait encore, était en route pour le festival de musique. Sur les chaînes israéliennes, son mari lance un appel à l'aide. Je n'arrive pas à être optimiste. Ma fille a besoin de sa maman. Céline devait retourner au travail cette semaine car elle était en congé maternité et elle avait des rendez-vous chez le pédiatre. L'attente insoutenable aussi, pour le père et la mère de Karine. On voit la jeune fille à la rêve partie avec une jambe cassée. Elle m'a envoyé un message. Si je n'ai pas retourné à la maison, je vous aime beaucoup, c'est tout. Je suis perdue, triste. Ma fille me manque. Ils viennent tous deux de déposer un échantillon ADN de leur fille pour aider la police dans son travail de recherche. C'était les points essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.